Bon, salut les gars, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Très très content de vous retrouver pour ce deuxième débrief de la saison. Dans un setup un peu temporaire, je suis encore en vacances à la montagne, je prends un peu l'air pour faire des randos, pour faire des petits trails et pour souffler. Mais ça n'empêche pas de regarder les matchs et surtout de vouloir en discuter. Donc bah, on est parti. Voilà. Pas mal de points positifs hein, sur ces deux premiers matchs et surtout là sur le match à Metz qui nous intéresse. Mais ouais, il y a des choses à dire. Il y a pas mal de continuité par rapport à la préparation et par rapport au dernier match à Lens. Il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. On commence à vraiment voir un peu la patte Fonseca. Et ça, c'est super intéressant. Bon, allez, c'est parti. Bon les gars, avant de commencer, merci beaucoup pour votre soutien sur les dernières vidéos. Et puis bah voilà, là on a passé un petit palier. Maintenant les vidéos peuvent être boostées sur la chaîne. Donc c'est un gros palier là et surtout bah n'hésitez pas à me soutenir là-dessus et à booster un peu les vidéos pour augmenter la visibilité et faire grandir la chaîne. Et puis surtout bah, si vous kiffez les vidéos coin du foot et que vous n'êtes toujours pas abonné, et bah surtout n'hésitez pas. Moi ça me soutient énormément et puis surtout ça aide à faire grandir la chaîne. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. C'est un gros palier pour la chaîne, surtout pour se développer, pour notamment du point de vue du partenariat YouTube. Donc voilà, step by step on avance, mais ouais ça fait vraiment plaisir, merci. Bon déjà en termes de compo, ce qu'on peut dire c'est que la compo globalement n'a pas trop changé par rapport au match contre Lens. De toute façon, Fonseca avait dit hein, qu'il voulait un peu de continuité, notamment tu le vois sur le gardien, parce que Dominique Greif est arrivé et c'est quand même Descamps qui a continué. Probablement, il continuera aussi contre Marseille pour être un peu dans la lancée et Greif prendra sa place en septembre, je pense. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais ouais, l'idée, c'est d'avoir un peu de continuité. Donc la défense, c'est pareil. C'était à peu près la même que contre Lens, avec quand même une subtilité. Bah, vraiment, le gros changement, en fait, c'était côté droit. Hein. C'est simple. Il y avait l'ailier droit, Maitland-Niles, qui avait sauté. Il est passé en tant que latéral à la place de Koumbedi. Et puis sur le poste d'ailier droit, justement, c'est Pavel Schulz qui a été testé. Voilà, là on essayait d'avoir un profil différent, de voir si ça pouvait coller aussi. Je pense qu'il y avait aussi des idées par rapport à Metz, qui n'est pas le même profil d'équipe que Lens. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il fallait changer, parce que sur Lens, Maitland-Niles, ouais, non, ça passait pas du tout. Déjà, prépa, c'était un peu limite, mais là, en termes de performance et surtout en termes d'envie, ouais, ça collait pas. Et ce qu'on peut dire, c'est que Maitland-Niles en tant que latéral, oui, c'est bien mieux quand même. Franchement, c'est bien mieux, mais même en termes d'envie, je trouve que peut-être qu'il nous a joué un truc un peu à la tu me mets au mauvais poste, je fais pas les efforts. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais là, honnêtement, ouais, déjà sur le match, il est beaucoup plus performant, sur le positionnement aussi, et sur l'envie, il y a plein de fois où il fait des retours énormes, tu sens qu'il se donne à fond. T'avais pas vu ça aussi au poste d'ailier droit, mais bon, quoi qu'il en soit, en poste de latéral, évidemment, Maitland-Niles est plus intéressant que plus offensif, et on cherche toujours à recruter un ailier droit, donc ça, voilà, c'est normal d'essayer un peu de combler en attendant. Sur la performance de Schulz, on y reviendra, mais bon, je trouve que c'est pas encore super concluant. C'est sûr qu'une nouvelle recrue pourrait nous aider là-dessus. Mais voilà, donc globalement, une compo titulaire qui se dessine un peu. Et puis surtout, je trouve qu'il y a eu une montée en puissance par rapport à Lens. Alors bon, c'était pas le même profil de match, c'était à domicile aussi, je pense que ça t'aidait pas mal. Surtout qu'il y a eu une super ambiance au stade, là, vraiment c'était super sympa. Il y a eu même un super hommage à Bernard Lacombe, avec un énorme tifo, avec un hommage à la 9e minute. Voilà, ça c'était. Je trouve que c'est vraiment génial. Évidemment, Bernard Lacombe, c'est une grosse figure du club et c'est un mec qui a énormément aidé le club à le monter là où il est aujourd'hui. Donc voilà, faire un hommage de cette importance-là et mettre un peu cette ambiance-là dans le stade, je trouve que c'était hyper sympa pour une première de la saison et surtout vraiment mérité pour Bernard Lacombe. Mais ouais, sur la compo, petite montée en puissance quand même par rapport à Lens, c'est ce que je disais. Je trouve que la défense a quand même été plus cohérente. Globalement, hein, moi, ce que je disais sur le match dernier, Niakate, clairement, il a été beaucoup plus performant sur ce match-là que contre Lens. Tessman, je trouve qu'il monte en puissance aussi. Maitland-Niles, on en a parlé, mais clairement, il est beaucoup plus intéressant à ce poste-là. Voilà, il y a plus d'automatisme même au milieu. J'ai trouvé entre Tessman, Morton et Tolisso, ça commence à monter un peu en puissance. C'est super intéressant. Et sur le match en lui-même, je trouve que, bon, évidemment, tu finis à 3-0, tu finis pas à 1-0, donc tu peux te dire que c'est logique qu'il y ait plus de maîtrise, mais je trouve dans le contenu du match, Metz a eu la possession du ballon sur pas mal de moments dans le match. Et pour autant, c'était pas si dangereux que ça. Je trouve que Lyon était bien organisé, que ça coulissait pas mal. Metz justement avait un plan de jeu en 4-4-2 où ils essayaient en fait souvent de faire des balles en profondeur par-dessus la défense lyonnaise pour essayer de les prendre dans leur dos. Parce que évidemment c'était un peu le point faible qu'on avait ciblé là sur les derniers matchs. Et Lyon s'en est très bien sorti, notamment grâce à Mata qui a vraiment bien couvert la profondeur, mais aussi Niakate. Franchement, Niakate il a vraiment monté d'un cran par rapport au match de Lens et ça fait plaisir.
Il a bien suivi. Alors en plus, il y avait quand même un duel bien physique avec le numéro 9, Maggio là, de Metz, parce que lui, waouh, un monstre, hein. Franchement, il a 16 ans, 1m93. Bon, j'espère qu'il a quand même fini sa croissance parce que sinon il finit à 2,10 m, hein, ça va être un monstre, quoi. Et là, en plus, tu vois, en termes de muscles, etc., je sais pas vous à 16 ans, mais j'avoue que moi, j'avais pas ça. Bon, je l'ai toujours pas d'ailleurs, mais bon, mais ouais, non, franchement, c'est un monstre physique et il a vraiment imposé dans le jeu, je trouve, un défi physique à Mata Niakate. Donc c'était assez intéressant de les voir quand même avec ce type d'opposition. Ils s'en sont pas trop mal sortis, même s'il y a quand même plusieurs fois où Maggio a quand même un peu pris le dessus. Donc ouais, je trouve quand même une maîtrise de Lyon sur les temps forts et les temps faibles assez intéressante. Ils ont du coup laissé le ballon à Metz sur plusieurs moments. Alors bon, je sais pas s'ils l'ont vraiment laissé ou si aussi Metz a suffisamment de qualité évidemment pour prendre le jeu à son compte, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, quand Metz avait le ballon, finalement, l'organisation défensive de Lyon faisait que c'était pas si dangereux que ça. C'était soit l'organisation défensive de Lyon, soit aussi peut-être le manque de créativité dans les 30 derniers mètres de Metz. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça répondait bien et c'est assez intéressant de voir ça parce que, bah, après, c'est toujours pareil, on va voir un peu face à des oppositions un peu plus coriaces sur les prochains matchs. Mais voir que Lyon est aussi capable de tenir quand ils n'ont pas le ballon, bah ouais, ça fait plaisir parce que ça n'a pas toujours été le cas, notamment la saison dernière. Et après, surtout, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est la patte un peu Fonseca qui commence à vraiment prendre de l'ampleur, le fait de voir vraiment des circulations de balles et des plans de jeu qui se répètent. Ça, c'est vraiment super intéressant. J'ai en tête notamment les dédoublements et les triangles sur le côté gauche, là, avec Fofana, Abner, etc., qu'on a pas mal vu pendant la préparation, qu'on a vu aussi un peu contre Lens. Et là, on a eu pas mal d'actions avec voilà, Abner qui jouait en triangle avec Tolisso, qui remisait vers Fofana dans la profondeur, qui permettait de faire un décalage. Et donc ça, ouais, revoir un peu tout ça, c'est vachement intéressant. Alors après, est-ce que ça va durer que 3 matchs parce que Fofana va partir à la fin du mois, tu sais pas. Mais en tout cas, en l'état, là, c'est assez sympa de voir ces phases-là qui se répètent. On a toujours vu un peu le carré au milieu, je trouve un peu moins que quand Maitland-Niles est en haut. Là, c'était avec Schulz qui revenait un peu dans le centre. Donc, tu avais un peu le carré au milieu de temps en temps. Mais surtout, moi, ce que je trouvais assez intéressant et qu'on a observé finalement vraiment assez souvent dans le match, c'est à la phase de construction. Niakate et Mata qui sont forcément en bas à prendre le ballon, à essayer de le relancer. Et il y a un milieu, soit Morton, soit Tessman, qui descend pour aider à la construction. Donc soit côté gauche à côté de Niakate, soit côté droit à côté de Mata. Et on a Abner et Maitland-Niles qui montent vraiment super haut, quasiment à la hauteur de Fofana et Schulz, avec à chaque fois des doublettes en fait, avec un ailier. Donc là, c'était Fofana côté gauche, et puis côté droit, c'était plutôt Maitland-Niles qui prenait vraiment la ligne, et un autre qui vient prendre l'interespace avec Abner qui était vraiment intercalé dans l'interespace gauche, et Schulz qui était plutôt aussi intérieur côté droit. Et donc, tu avais en fait des doublettes à chaque fois comme ça qui permettaient de créer des combinaisons. Donc ça, c'était super intéressant, et ça, voilà, c'était un peu ce qu'on a pu observer tout le match. Maintenant, bon, il y avait quand même quelques difficultés en défense parce qu'il y a 2-3 situations où évidemment tu perds le ballon dans ces phases-là, et du coup, t'as personne derrière. Alors oui, tu as eu des retours de Abner et surtout de Maitland-Niles qui ont été très très intéressants parce qu'ils ont vraiment fait les efforts pour revenir. Mais tu sens que c'est un peu la limite défensive là-dessus quand tu es dans cette phase-là. Maintenant, ça apporte quand même pas mal de solutions, je trouve, en attaque. Et on n'a pas eu tant que ça de mal à jouer un peu autour du bloc messin, chose qui, en général, peut quand même être un peu plus difficile. Donc ouais, cette phase-là, je trouvais ça assez intéressant à observer et tu le voyais vraiment tout le match, quoi. Mais ouais, je trouve qu'il y a eu des actions quand même offensives qui ont été super intéressantes côté lyonnais. Bon, évidemment, les buts, je trouve qu'ils sont très très bien construits à chaque fois. Ils sont très sympas. Bon, le but de Fofana, c'est quand même énorme. Alors, c'est en fait Schulz qui fait une passe décisive, mais ce qui est intéressant, c'est que Schulz, j'ai trouvé, sur le côté droit, il n'a pas été très intéressant. Je trouve qu'il a eu du mal à exister, il a eu du mal à recevoir le ballon, à être vraiment disponible pour ses partenaires. Même dans le pressing, il était un peu tout le temps en retard. Donc voilà, sur ce poste-là, pas forcément super intéressant. Par contre, les quelques fois où il a repiqué un peu dans l'axe, dans ce rôle un peu de 9,5 numéro 10 derrière l'attaquant, il a fait quand même assez mal. La passe décisive pour Fofana, alors bon, c'est une passe intéressante, c'est pas forcément une passe décisive parce que ce que fait Fofana derrière, faut quand même le faire, hein. Le contrôle orienté, il est incroyable, et puis la fin de frappe, comme ça, tu sens que le mec, il a un sang-froid monstrueux, il est tranquille devant le but et il finit, mais vraiment, enfin, l'action est folle.
Donc la passe décisive de Schultz, évidemment ça compte, hein, faut le faire, mais c'est pas une passe monstrueuse, mais en tout cas il est à cet endroit-là, vraiment dans le cœur du jeu, c'est là où il fait une petite percée avant de faire la passe pour Fofana, et je trouve qu'il est plus intéressant dans ce rôle-là que vraiment sur l'aile, en tout cas sur le match de Metz, je trouve que quand il était sur l'aile, ça n'a pas été si performant que ça. Et puis pareil, j'ai en tête une action aussi en deuxième mi-temps où il est aussi dans cette même zone de jeu et il arrive à récupérer un ballon de Morton pour aller faire une frappe. Donc ouais, à voir un peu comment il va évoluer. C'est sûr qu'en attendant l'ailier droit, faut essayer de ficeler un peu. Pour le moment, j'ai trouvé que ouais, Schultz, c'était pas super intéressant dans ce rôle d'ailier droit. Mais on verra, ouais. Bon, et puis pareil, le deuxième but avec l'ouverture de Morton qui est absolument mais incroyable. C'est un délice là pour Maitland Niles qui a juste à centrer derrière pour Tolisso. Avec encore une projection de Tolisso qui a fait plusieurs projections de ce type dans le match. Je trouve qu'il monte un peu en puissance par rapport au match de Lens. C'est pas encore le Tolisso des grands soirs de la saison dernière, mais honnêtement, c'est déjà un super Tolisso. Et ouais, je trouve qu'il apporte vraiment des solutions à faire un peu ces projections-là. Et le troisième but dans un autre registre, mais tout aussi intéressant, avec Morton encore sur les coups de pied arrêtés. S'il nous fait pas mal de coups de pied arrêtés de ce type pendant la saison, ouais, je pense qu'on va se régaler parce que là, il est super attiré, encore dans une bonne zone. À chaque fois, c'est plutôt les déplacements des Lyonnais qui pêchent un peu plutôt que la zone de jeu qui est trouvée par Morton. Je trouve qu'il il tire souvent très très bien les coups de pied arrêtés pour le moment. Et donc là, ouais, pareil, la zone est très intéressante. C'est Karabek qui fait une déviation et Tessman qui va faire la barre. Et puis bon, derrière, il y a juste à finir. Donc ouais, franchement, les 3 buts, je trouve, ils sont très intéressants. Il y a un peu de variété et c'est plutôt une bonne chose parce que si on fait toujours la même zone de jeu avec l'attaque de la profondeur par Fofana, centre sur Mikotadze, on va avoir un problème si Fofana part. Donc là, ouais, pouvoir compter aussi sur Morton, c'est génial, hein. Morton, ouais, je sais pas quoi dire, mais franchement, c'est incroyable d'avoir réussi à avoir une recrue comme ça. Moi, je le disais un peu quand il était arrivé. Je disais que c'était, bon, évidemment, en termes de recrutement, c'était une super idée. Maintenant, j'avais un peu quelques doutes parce qu'on avait pu voir que sur ces dernières saisons, il avait peut-être un profil un peu à la Tessman ou Machit sur les replis défensifs, sur les contre-attaques, c'est-à-dire plutôt lent. Et en fait, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. Et puis surtout, là, c'est taille patron, hein. Il régule le jeu, c'est lui qui fait le tempo. Il a en plus une vision du jeu et une capacité à faire des passes tranchantes en profondeur qui est incroyable. Je trouve qu'il se complète bien avec Tessman aussi, qui est bien monté par rapport au match d'avant. Donc ouais, franchement, c'est incroyable. Là, je parlais un peu de paris risqué quand il est arrivé parce que c'est forcément la recrue la plus chère de l'été dans un contexte où l'OL n'a pas non plus tant que ça d'argent. Mais là, tu peux être sûr qu'à la fin de la saison, il vaut plus de 10 millions. Hein. Quand bien même il ne fait pas toute la saison à ce niveau-là, quand bien même il a peut-être 2 mois de blessure, etc., il finira quand même à 15-20 millions minimum. Enfin, ouais, non, c'est une super recrue. Et c'est un régal d'avoir ce type de joueur au milieu de terrain parce qu'il est super complémentaire et que surtout il nous apporte une patte qu'on n'a pas du tout au milieu sans lui, quoi. Donc ouais, franchement, un vrai kiff de voir un peu Lyon évoluer à ce niveau après voilà, tout ce qu'on a vécu cet été. Un vrai kiff de commencer par 2 victoires, une à l'extérieur, une à domicile, pour attaquer l'OM la semaine prochaine. Donc je trouve que le mois d'août est génial là parce que voilà, tu as fait ce que tu avais à faire sur les 2 premiers matchs et tu vas pouvoir vraiment te tester face à une équipe qui est quand même normalement d'un niveau un peu plus élevé que l'OL. Pour moi, ils sont quand même favoris, les Marseillais. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, hein, les amis marseillais, mais je pense quand même que voilà, l'OM est favori. Maintenant, il y a quand même des choses à jouer parce que je trouve que défensivement, peut-être que la défense marseillaise est un peu prenable, notamment sur ce qu'on a pu voir là sur le match contre Metz. Si on arrive à reproduire un peu des phases de jeu comme ça, il y a peut-être des choses à faire, hein. Quand on voit un peu comment a pu jouer le Paris FC contre Marseille, voilà, il y a forcément des choses à faire un peu dans ce sens-là. Maintenant, évidemment, ce qui va jouer, c'est le niveau de notre défense sur le match de la semaine prochaine, parce que voilà, il y a quand même des limites. Et évidemment, ils ont fait un très bon match là contre Metz, mais je trouve que c'était quand même d'une adversité peut-être un peu plus faible que Lens. Et Marseille, ça sera forcément au-dessus en termes d'intensité, en termes de dynamisme, en termes d'agressivité. Donc on va voir un peu comment va se comporter la défense, mais pour moi, c'est plutôt sur ça que j'ai des doutes. Maintenant, je pense que le milieu de terrain va largement tenir. Et de toute façon, on va voir, hein. On va voir. C'est clairement un match super intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de nous jauger, de savoir un peu
ce à quoi s'attendre sur la saison. Et peut-être d'ailleurs que c'est peut-être aussi un bon moment pour les jouer. Il y a tout le contexte à Marseille là, avec la crise autour de Rabiot. Mais surtout, là, fin août, peut-être que c'est encore un bon moment parce qu'ils ne sont pas tout à fait à 100% avec leur préparation pour la Ligue des Champions. Voilà, on va voir. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte d'y être. Moi, je serai au stade. Et d'ailleurs, je suis vraiment saucé de retrouver le stade là, pour un match comme ça. J'ai pas pu être au stade là, cette semaine, mais ouais, j'ai un peu hâte d'y être. Bon, les tops et les flops du match. Alors bon, sur un match comme ça, évidemment, les flops, ça va être un peu marrant, mais non, de toute façon, moi, un peu ma vision des tops et les flops, c'est toujours de parler un peu des joueurs qui sortent plus que les autres sur le match et des joueurs qui peut-être ont des notes de déception un peu plus importantes que les autres, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des flops absolus ou que les autres sont des tops absolus. C'est plus les points positifs, les joueurs positifs à retenir du match pour moi, et les joueurs un peu plus en dedans, ou en tout cas sur lesquels il y a peut-être des choses à redire. Sur les tops, bah, évidemment, le premier, c'est Tyler Morton. Morton, c'est incroyable, franchement, qu'on ait trouvé un joueur comme ça. D'ailleurs, que ce soit Lyon qui l'ait chopé, il y avait un peu de concurrence, mais c'était pas si violent que ça. Je suis assez étonné. Parce que ouais, franchement, il est déjà en plein dedans, il n'y a pas d'adaptation en fait. Tu as l'impression qu'il a 35 ans, il joue un peu dans des chaussons. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Bon, je sais pas comment on va faire pour le comprendre en interview par contre, hein, parce que là, là c'est un peu compliqué avec son accent. Mais ouais, franchement, c'est incroyable d'avoir réussi à choper cette recrue-là. Et c'est là où tu vois où la cellule de recrutement, elle travaille super bien. Parce qu'ils ont des profils super intéressants, ça va vraiment dans le sens du projet de Jeff Fonseca, tu sens que ça travaille un peu dans le même sens pour essayer de construire un projet cohérent. C'est ça qui est super intéressant, je trouve, c'est la cohérence là sur les dernières semaines, depuis en fait le retour en Ligue 1. Là. Et franchement, petite pique à Texter, mais je comprends pas le bonhomme, quoi, parce qu'il avait une cellule de recrutement comme ça, bon, peut-être à un membre près, parce qu'il y a un spécialiste du marché portugais qui est arrivé entre-temps. Mais du coup, la cellule de recrutement devait lui proposer des joueurs un peu de ce type-là à chaque fois. Et lui, il voyait ça, il était plutôt à répondre non, mais je vais faire un petit deal avec Marinakis, là, je vais surpayer un joueur, ça va être super sympa, vous allez voir, on s'en fout d'avoir des pépites talentueuses là, à moindre coût. Non, franchement, c'est pas intéressant. Franchement, ce gars-là, je comprends pas quoi. Mais pour revenir à Morton, franchement, ouais, le trio là, la TTT, Tyler, Tessman, Tolisso, franchement, je trouve que ça marche super bien. Il y a vraiment 3 profils différents qui se complètent bien. Alors après, il faut voir un peu quand l'adversité va monter d'un cran. Mais ouais, Morton, c'est impressionnant. Et puis surtout, la complémentarité avec Tessman, je trouve qu'elle est super intéressante. Ils n'ont pas les mêmes profils. Tessman, il est peut-être un peu plus défensif, un petit peu plus prudent. Là, on a un peu droit à Tyler Mortimer pour les adeptes de BD. Hein. C'est un peu l'élément inventif qui va débloquer la situation en trouvant vraiment des solutions à des problèmes où les autres ne trouveraient pas forcément. Puis bon, pour aller même plus loin, on peut peut-être même dire que c'est Mortimer parce qu'il a un très bon sens du tempo et franchement, il a très bien géré le match et il a réussi à trouver des passes en profondeur au bon moment. Bon, je m'amuse, mais vous avez compris l'idée. Hein. Franchement, non, c'était super intéressant de les voir et je suis très content pour Tessman parce que Tessman, alors bon, de toute façon, voilà, vous étiez nombreux à trouver qu'il avait fait un très bon match contre Lens. Moi, j'étais beaucoup plus partagé parce que je trouvais que certes, sur la deuxième partie du match, il avait été très bon, mais la première partie, les 20 premières minutes, pour moi, elles sont globalement assez catastrophiques. Et ouais, il n'était pas dans le ton. Il s'est bien repris après, mais c'était un peu ça qui me gênait parce qu'en fait, bon, c'était pas dramatique contre Lens, mais globalement, moi, ça me faisait me dire que sur des matchs plus importants, sur des matchs avec plus d'intensité ou avec des équipes un peu plus agressives, tu sentais qu'il allait peut-être pouvoir être un peu en difficulté. Donc j'avais un peu peur de ça. Là, je trouve le match contre Metz, il est beaucoup plus cohérent parce qu'il est complet. En fait, il n'a pas de trou d'air. Il commence bien et puis il finit bien. Il arrive à... voilà, ça c'est ce qui est un peu intéressant avec le jeu de Fonseca, de toute façon, c'est qu'il est vachement fluide. Il y a beaucoup de permutations, de changements de poste, etc. Et lui, il s'est projeté plusieurs fois, il a été trouvé dans plusieurs zones, pas que vraiment en tant que pivot. Et donc ouais, c'est super intéressant, je trouve, si on arrive vraiment à développer ça, s'ils prennent un peu d'épaisseur dans leur relation et dans leur complémentarité, ouais, ça va être canon, quoi. Surtout avec Tolisso devant, bon, c'est la valeur sûre, hein, ça là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, tu banalises un peu l'exceptionnel à pas en parler, mais ouais, Tolisso, c'est canon. Et les 3, je trouve que, ouais, franchement, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Et le problème, c'est peut-être un peu les remplaçants. Là, il va falloir voir un peu qui tu trouves derrière parce que pour garder un peu le même niveau, je ne sais pas exactement. Mera, bon, on parle pas mal de Mera, mais Mera, pour moi,
Pour moi, ça va être vraiment sa saison un peu découverte. Donc, il va rentrer. Là, c'est super intéressant de le faire rentrer dans des matchs comme ça pour 20 minutes, etc., pour qu'il prenne un peu du galon. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment sur lui qu'il faille compter pour apporter des solutions directement cette saison-là. Je pense que c'est assez intéressant de le faire monter cette saison, un peu de lui faire prendre de l'expérience, des minutes de jeu, mais pas forcément lui mettre trop la pression. Donc voilà, il va falloir trouver un petit peu les remplaçants de ces trois-là. Mais en tout cas, en tant que titulaire, je trouve que ouais, c'est super cohérent, quoi. Donc voilà, et troisième top, bon, j'ai quand même envie de parler de Niakhaté parce que bon, je l'ai mis dans les flops la semaine dernière et je trouvais qu'il était un peu léger. Là, il a vraiment fait le taf. En plus, il a quand même eu un défi un peu physique avec Madjo. Et il s'est globalement très bien débrouillé. Donc ouais, j'ai envie de le revoir vraiment à ce niveau-là. J'espère contre Marseille, il fera un match pareil. Parce que ça voudra peut-être dire qu'il sera enfin lancé. Et ouais, je suis persuadé qu'il a quand même les capacités pour être à ce niveau-là. Donc ouais, on attend de voir. Et puis sur les flops, même si évidemment flop c'est un grand mot dans un match où tu finis à 3-0, il n'y a pas vraiment de flop, mais c'est plus des points d'amélioration. Et le premier pour moi c'est Mikotadze. Parce que Mikotadze dans un match pareil, pour moi il doit marquer, hein. C'est vraiment ce qui manque. Il doit marquer, il a plusieurs opportunités, il ne met pas au fond. Donc il manque un peu d'efficacité. Et ouais, je trouve qu'il a fait un semi-match, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu présent sur les actions à la fin. Mais dans le jeu, tu le vois assez peu. Il n'était pas très présent. Il était un peu éteint. Il n'arrive finalement pas effectivement à planter ce but, je pense pour moi, qu'il doit avoir sur ce match-là. Et puis l'autre point un peu de déception, disons, sur le match, c'est Pavel Schulz. Pavel, je trouve que sur le poste d'ailier droit, il a fait un peu Schulz blanc, si on peut dire. Mais ouais, non, ça marche pas très très bien. Il est plus intéressant, je trouve, quand il repique dans l'intérieur du jeu. Donc faut voir. Après, peut-être qu'il va s'habituer un peu au poste, mais bon, dans l'idée, moi, c'est pas forcément à ce poste-là que je le verrais. Je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, il a été assez invisible, il a tout le temps été un peu en retard sur le pressing, il a eu du mal à être trouvé par ses partenaires, il n'a pas forcément fait de différence sur le poste d'ailier droit à proprement parler. Voilà, la seule fois où c'est vraiment sur l'aile droite que ça part et qu'il y a un centre pour le but de Tolisso, c'est Maitland Niles, hein. C'est pas lui, il a repiqué plutôt à l'intérieur. Et les quelques fois où moi je l'ai trouvé intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était à l'intérieur. Donc bon, faudra voir. C'était intéressant quand même de le voir à ce poste-là pour déjà se faire une idée, savoir. Mais je trouve pas que c'était très concluant. Bon, et puis le dernier flop, c'est pas forcément un joueur, mais c'est le pressing lyonnais. J'ai trouvé que, alors contre Lens, j'avais trouvé qu'il était vachement intéressant. Il était plutôt bien coordonné, il était assez constant dans la rencontre, même si ce n'était pas encore parfait. Mais il y avait pas mal de phases de jeu où finalement Lyon récupérait le ballon assez haut et ça déboulait derrière sur des actions plutôt intéressantes et des actions dangereuses pour Lyon. Là, je trouve qu'il n'était pas coordonné. Il était tout le temps un peu en décalage. Voilà, c'était un joueur qui venait presser, l'autre qui arrivait un peu dans un second temps, donc forcément, c'était pas très intéressant. Ça marchait pas beaucoup. Donc après, contre Metz, bon, là, voilà, c'était pas trop gênant. Maintenant, j'ai pas envie de revoir ce pressing-là contre Marseille parce que je pense que ça va vraiment pas marcher. Donc ouais, j'ai envie de le mettre dans les flops parce que je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Je pense que le pressing, quand même, c'est un point super important du jeu, notamment de Fonseca. Et il va falloir être quand même plus performant là-dessus. Maintenant, par rapport au match de Lens, où j'avais parlé un peu des 6 mètres, qui étaient vraiment compliqués, où ils essayaient un peu de repartir en jeu court depuis le gardien et ça marchait pas du tout parce qu'il y avait beaucoup trop de pressing lensois et qu'on n'arrivait pas à se défaire de ça. Là, ça a été beaucoup plus intéressant. Maintenant, Metz a quand même pas fait énormément de pressing sur les 6 mètres. Donc toujours pareil, encore ce match contre l'OM, je trouve, sur lequel il va falloir voir ça, mais ça va vraiment être un match super intéressant à regarder et ça va nous donner beaucoup de réponses. Et donc vraiment, ouais, j'attends ça avec impatience, quoi. Bon voilà les gars, un peu ce que je peux vous dire sur le match, ce que j'en ai pensé. Dites-moi un peu, vous en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match. Quelles sont vos satisfactions et peut-être les points d'amélioration que vous voyez. Et puis surtout, les Lyonnais comme les Marseillais, un peu comment vous voyez ce match de la semaine prochaine et comment vous le sentez, quoi. Bon, n'hésitez pas à m'en parler et puis pour le reste, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo Quand du foot. Allez, ciao!